Le Japon annonce un soutien de 30 milliards de dollars pour le développement du continent africain. C'est l'une des principales informations à retenir du premier jour de la TICAD. Cette rencontre entre l'Afrique et le Japon a débuté ce samedi dans la capitale kenyane. Dans l'actualité également, des Korluego remettent les armes et autres butins qu'ils ont saisis aux forces de sécurité. C'était dans l'après-midi de ce samedi à Zorgo, une manière pour ces groupes d'autodéfense de prêter allégeance aux agents de sécurité et de réitérer leur engagement à leur côté dans la lutte contre le banditisme. Et puis les sites miniers de Sénégal et Kalsaka sont en fin d'exploitation depuis 2013. Selon le code minier du Burkina Faso, ces sites devraient être immédiatement réhabilités et fermés. Mais 3 ans après cette échéance, le promoteur peine à respecter cette obligation. Constat et explication dans ce journal. Voilà qui fait la une de cette édition. Bonsoir et merci de nous suivre. Le 6e sommet de la TICAD s'est ouvert aujourd'hui à Nairobi, au Kenya. Plus d'une trentaine de chefs d'État africains, dont le président du Faso et une centaine d'investisseurs y prennent part. À retenue du premier jour de la TICAD, le Japon qui annonce 30 milliards de dollars les 3 prochaines années pour soutenir donc le développement du continent africain. Plus de précisions avec nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Ruth Bini Ouattara. Plus d'une trentaine de chefs d'État africains et une centaine d'investisseurs et de chefs d'entreprises privées se sont retrouvés au rendez-vous de la 6e TICAD sur le sol africain. Autour de l'hôte du jour Uhuru Kenyatta, l'Afrique est venue solliciter l'accompagnement japonais pour son développement. Le président en exercice de l'Union africaine Idriss Déby a plaidé en faveur des investissements dans les domaines de l'eau, de la santé, de l'énergie ou encore de l'industrialisation et de l'agriculture. Il a également relevé les défis sécuritaires qui se présentent à l'Afrique. La lutte contre ces phénomènes abominables doit mobiliser toute la communauté internationale. Dans cette perspective, j'invite tous nos partenaires, le Japon en particulier, à contribuer au Fonds africain de lutte contre le terrorisme créé par le sommet de Kigali. L'Union africaine fait appel à ses partenaires pour la création d'un mécanisme conjoint de suivi périodique du plan d'action. Répondant à la requête de l'Union africaine, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a annoncé la grande implication de son pays à hauteur de 30 milliards de dollars pour les 3 prochaines années, soit 16 500 milliards de francs CFA. 10 milliards seront injectés dans le secteur de l'énergie pour les 3 années à venir, 1500 directeurs d'usines, 20 000 spécialistes de la santé et 50 000 jeunes seront formés. Il a également annoncé la tenue prochaine et régulière du Forum économique public-privé nippo-africain. Le Japon appelle à une Afrique gouvernée par des règles et non par des démonstrations de force. Et à l'ouverture du sommet de la TICAD, le président du Faso a prononcé un discours. Roch-Marc Christian Kaboré a souhaité que les décisions de la TICAD soient orientées vers des actions concrètes. C'est en cela que le partenariat sera plus renforcé entre les Africains et les investisseurs japonais. On l'écoute au micro de Moussa Ouedraogo et Ruth Bini Ouattara. Le Faso soutient les conclusions des travaux préparatoires, dont le volet évaluation de la mise en œuvre du plan d'action de Yokohama 2013-2017 a mis en exergue les efforts remarquables déployés par le gouvernement japonais pour l'exécution effective des projets articulés dans les 6 piliers qui le composent. Le Burkina Faso est d'avis que nous devons faire en sorte que les résultats du présent sommet soient fondamentalement orientés vers des actions concrètes, porteuses de progrès et susceptible de renforcer le partenariat pour les investissements privés japonais que nous appelons de tous nos voeux. Les objectifs visés ne peuvent être atteints que si nous prenions de part et d'autre des mesures d'ordre juridique et institutionnel pour soutenir et renforcer le processus. C'est dans cet esprit que je réaffirme notre soutien aux propositions relatives à la nécessité de mettre en place des structures d'appoint pouvant faciliter l'établissement des partenariats d'affaires et la concertation entre nos chambres de commerce et d'industrie.
Retour au Burkina Faso où le Premier ministre a rencontré les chefs coutumiers de la province du Kadiogo ce samedi. Paul Kabatseba les a remerciés pour leurs efforts en faveur de la paix au Burkina Faso. On apprend aussi que le chef du gouvernement veut s'inspirer des méthodes traditionnelles pour la gestion de la chose publique. Et pour cela, il a demandé le soutien et la bénédiction des chefs coutumiers. Le reportage de Jean-Eudes Bayala et Monkouna Dabiri. Le Premier ministre à la rencontre des chefs coutumiers du Kadiogo. L'instant est solennel et l'événement historique. Une première, dit-on, et pour l'occasion, tous sont là pour écouter le chef du gouvernement. Au bonnet rouge, Paul Kabatseba a exprimé sa gratitude pour leur contribution à la stabilité nationale, puis sollicité leur accompagnement pour la suite de sa mission. Gouverner, ça demande des vertus. On a toujours besoin des conseils des uns et des autres pour gouverner. Eux qui ont l'habitude donc de la gouvernance, qui ont cette culture de la gouvernance, ils nous donnent toujours des conseils qui sont utiles. C'est la façon de diriger des hommes, la façon d'incarner le commandement. Voilà, et en même temps, le patriotisme, l'attachement à la patrie, c'est tout ça. Alors, donc c'est important. Donc, on a toujours à apprendre d'eux. Concilier tradition et modernité dans la gouvernance de la chose publique. Une méthode de Paul Kabatseba qui conforte les coutumiers du Kadiogo. Et pour leur part, ces dépositaires de la tradition ont rassuré le Premier ministre et l'exécutif en général de leur soutien pour la prospérité de la nation. Nous allons naturellement prier Dieu et les membres de nos ancêtres de l'accompagner. Nous allons travailler, nous allons chacun à son niveau essayer d'être un entrepreneur social afin que le Burkina Faso aille de l'avant à travers toutes ces sensibilités. Pour le Premier ministre, le Burkina Faso ne peut amorcer véritablement son envol que s'il est construit sur ses valeurs culturelles et traditionnelles. Et cela passe nécessairement par l'association des coutumiers au projet de développement. Une mauvaise gouvernance et une justice qui fonctionne à double vitesse. C'est l'appréciation faite par le Congrès pour la démocratie et le progrès sur la gestion du pays par les nouvelles autorités burkinabées. Et c'était à l'occasion de la 58e session ordinaire du Bureau politique national du CDP. Mais à cette session, la réflexion est essentiellement menée sur le bilan de la participation du parti au municipal et aux perspectives sur la vie de ce parti. Yacouba Gamene et Olopoda. Avec 2125 conseillers municipaux, 18 maires et un poste de président au Conseil régional du Sahel, le Congrès pour la démocratie et le progrès se félicite des résultats obtenus lors des dernières consultations municipales. La bataille a été très rude. Notre parti s'est comporté de manière honorable, malgré les difficultés de tous ordres que nous rencontrons. Et nous estimons que nous sommes en mesure encore de poursuivre ce travail pour relever les défis qui se présentent à nous, aussi bien sur le plan électoral que sur le plan de la participation à l'animation de la vie politique nationale. L'épisode des municipales est pour les responsables du parti une démonstration de force. Et à cette 58e session du Bureau politique national du CDP, ils appellent les militants à poursuivre la lutte et à relever les défis en vue de permettre au parti de reconquérir sa place de première force politique. À cette occasion, l'ancien parti au pouvoir donne sa lecture de la gestion actuelle du pays. Les déplorables confrontations qu'il y a eu lieu lors des dernières consultations électorales municipales qui sont soldées par des violences inouïes. Et cela ne s'est jamais vu au Burkina Faso. C'est donc des alertes qui sont sonnées et qui interpellent le gouvernement pour beaucoup plus de fermeté, mais aussi beaucoup plus de lucidité dans la manière d'organiser les actions nationales. Il faut noter également que sur le plan judiciaire, malgré les mises en liberté provisoire de certains camarades, il reste encore la question de fond au niveau de notre justice. Pourquoi une justice comme celle du Burkina fonctionne sur la base de l'arbitraire? Et pourquoi une justice
justice comme celle du Burkina continue de fonctionner sur la base des ordres. Les défis électoraux étant au cœur de cette session, le Bureau politique national va ici examiner la question de la convocation d'un congrès extraordinaire dans le sens de procéder à une réorganisation des structures du parti. Et on apprend que ce matin à Fada, des conseillers de la majorité présidentielle ont failli ne pas participer à une session extraordinaire. Ils ont d'abord été bloqués par des conseillers municipaux de la coalition, des partis de l'opposition et leurs partisans. Après une tentative de médiation échouée, les forces de sécurité sont intervenues pour disperser les frondeurs et finalement les conseillers municipaux ont pu prendre part à cette session. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les acteurs du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales se sont retrouvés du 22 au 26 août à Wayougouya. Ils ont échangé sur le fonctionnement des services et les performances enregistrées sur le terrain. Des performances qui donnent des motifs de satisfaction sur le développement des conseils communaux et régionaux. Un plan stratégique a été élaboré pour la période 2017-2021. Irénée Kabouré et Moustaki. La direction générale du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales peut davantage compter sur son personnel pour relever les défis en termes de financement des programmes et projets des conseils municipaux et régionaux au Burkina. 5 jours durant, assistants techniques, responsables d'agences et directeurs centraux ont été motivés à travers l'atelier Team Building à Wayougouya. Un cadre de travail en groupe qui a consisté d'une part à instaurer la confiance et le respect mutuel entre les membres et d'autre part à donner à chaque travailleur une compréhension personnelle de son rôle au sein de l'équipe. Au sortir des 5 jours de réflexion, nous sommes très satisfaits parce que c'est la première fois que l'ensemble du personnel du Fonds permanent se retrouve. Toutes les régions se sont retrouvées à Wayougouya et nous avons une dynamique d'ensemble qui a permis de ressouder les liens, tout le monde de se connaître, de travailler ensemble et de tisser des liens très importants pour pouvoir donner beaucoup plus de souffle. Tous les conseils municipaux et régionaux peuvent bénéficier de subventions et de prêts auprès du Fonds permanent. Il suffit de déposer une demande et d'avoir la chance au moment du tirage. Un appel à l'endroit des collectivités de saisir l'opportunité qui leur est donnée à travers les fonds permanents pour que chacun puisse élaborer un plan de développement de sa commune qui puisse tenir compte des vraies aspirations des populations au niveau communal. Les travaux de cet atelier ont aussi abouti à l'élaboration d'un plan stratégique 2017-2021 qui met l'accent sur la communication. Le Fonds permanent a été créé en 2008 par l'État burkinabé. Aujourd'hui, il bénéficie de l'accompagnement financier de l'Union européenne, des coopérations allemandes, autrichiennes et suisses. Dans l'actualité également, les Koglouego ont officiellement remis aux forces de sécurité les armes et autres butins qu'ils ont saisis. Et c'était dans l'après-midi de ce samedi à Zorgo, une manière pour ces groupes d'autodéfense de prêter allégeance aux agents de sécurité et de réitérer leur engagement à leur côté dans la lutte contre le banditisme. Le ministre en charge de la sécurité et les premiers responsables de la police et de la gendarmerie ont été témoins de l'événement. Issaka Fando, Draman Dadia. Zorgo, point de ralliement des Koglouego du Burkina ce 27 août. Ils ont tenu à remettre officiellement leur butin au ministre Simon Compaoré en guise de leur bonne foi à collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le grand banditisme. Du cannabis, plus de 140 armes à feu, pistolets et fusils de chasse y compris, une dizaine d'armes blanches, 9 motos, un vélo et bien d'autres matériels ont été saisis par ces groupes d'autodéfense au cours de leurs opérations. Aujourd'hui, c'est du concret. Les Koglouego ont décidé de respecter les structures de la République. Et pour cela, ils sont venus avec leur butin, tout ce qu'ils ont pu retirer chez les voleurs, des bandits de grand chemin, pour les remettre officiellement aux forces de sécurité que sont les gendarmes et la police. Des Koglouego nouvelle version. Le ministre de la Sécurité souhaite qu'ils soient disciplinés, plus coopératifs et sans armes.
Sur ce dernier point, le Kolgoyego en chef est visiblement dubitatif. Ils nous disent de ne pas porter des armes, pourtant les bandits sont armés. Dans ce cas, il faut qu'on nous donne des armes conformes pour qu'on puisse les traquer. Nous allons tâcher de les appuyer à notre façon pour qu'ils puissent faire cette sensibilisation. Nous souhaitons qu'à terme, il n'y ait plus de bavure. En attendant de trouver la formule qui sied pour accompagner ces groupes d'autodéfense, la traque aux voleurs se poursuit et les bandits sommés de quitter le pays des hommes intègres. Face à la crise sur l'université Ouaga 2, un comité interministériel avait été mis en place le 10 août dernier. Ce comité était chargé de négocier avec les populations riveraines du site pour une sortie de crise et cela devrait aboutir à la reprise des travaux de construction de l'université Ouaga 2. Hier, les membres de ce comité interministériel sont allés faire le point de leur travail au Premier ministre Paul Kabatieba. Le reportage de Nongba Kouda et Mounira Keri. Il n'y a pas encore de date prévue pour l'ouverture de l'université Ouaga 2. Les négociations sont toujours en cours avec les populations riveraines. Environ 2 semaines après sa première session de travail, le comité technique interministériel en charge de la sortie de crise de cette université est venu faire le point de la situation à Paul Kabatieba. Nous devons négocier avec les populations afin que tout ce qui est comme préoccupation soit levé et que les travaux de bornage et de construction des équipements et des infrastructures puissent démarrer. Voilà en substance ce dont il a été question avec monsieur le Premier ministre. Donc nous sommes venus lui rendre compte de l'état d'avancement de nos travaux, recueillir ses orientations, ses conseils afin de poursuivre notre mission. Des amphithéâtres, des locaux administratifs et une cité universitaire sont déjà réalisés. Reste à construire le restaurant et le centre médical. Pour ouvrir le chantier, les populations riveraines demandent une indemnisation conséquente et un site pour se reloger. Le premier problème qui a été soulevé, c'est le nom de l'université. Nous avons rassuré les populations sur le fait que c'est l'université Ouaga 2, ce n'est ni l'université de Gonsé, ni l'université de Kouara, ni l'université de Kouiri, etc. Et elles souhaitent que les lieux de culte soient préservés. Plus de 12 000 étudiants seront accueillis par cette université. Le comité interministériel dit mettre les bouchées doubles pour poursuivre les travaux de construction de l'université Ouaga 2. Un mot de santé dans cette édition et on s'intéresse au paludisme, premier motif de consultation dans les formations sanitaires du Burkina Faso. Mais grâce aux efforts des agents de santé et du comité de pilotage de la lutte contre le paludisme, le taux de létalité de cette maladie est actuellement d'un peu plus de 1%. Ce comité fait quand même des recommandations pour plus de résultats dans la lutte contre la maladie. Et tout cela est contenu dans un rapport présenté au cours d'une rencontre hier à Ouagadougou. Yacouba Gamene, Fanta Kando et Yarkiteda. Face aux acteurs, le comité de pilotage présente le rapport global de revue du programme national de lutte contre le paludisme au Burkina. Le rapport fait un bilan détaillé des actions de lutte contre cette maladie qui constitue de nos jours la première cause de consultation dans les centres et formations sanitaires. Au début du plan stratégique finissant, nous étions à un taux de létalité de 3%. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de létalité de 1,2%. C'est vrai que notre souhait est d'aller à 0% des décès parce que le paludisme est une maladie curable, les médicaments sont disponibles et donc il est inadmissible que des gens continuent à mourir du paludisme aujourd'hui. Le rapport prépare l'élaboration du prochain plan stratégique national. Et à cette rencontre, les acteurs sont appelés à formuler des recommandations pour plus de performance du programme national de lutte contre le paludisme. L'assainissement du milieu ne pourrait être du seul ressort du ministère de la Santé. C'est en ce sens que ce soit les collectivités territoriales, les autres secteurs de développement sont interpellés en matière de lutte contre le paludisme. Je crois que le paludisme cesse d'être un problème de santé publique pour être vraiment un problème de développement. Le comité national de pilotage a été mis en place en juillet 2014. Il est chargé d'appuyer le programme national de lutte contre le paludisme dans la mise en œuvre de ses interventions.
Mettons à présent le cap sur les sites miniers de Séréga et Kalsaka qui sont en fin d'exploitation depuis 2013. Et selon le code minier du Burkina Faso, le promoteur de ces mines a l'obligation de procéder à la réhabilitation des fosses et à la fermeture des sites. 3 ans après cette échéance, le promoteur peine à respecter cette obligation. Le ministre en charge de l'environnement était sur les 2 sites pour constater la situation. Des explications avec Salif Belem et Estelle Judith Assorba. À Séréga Mining, tout comme à Kalsaka Mining, le ministre en charge de l'environnement s'est d'abord rendu sur les différentes carrières. Tiba 3, Tuli, Bakou et la carrière Est de Kalsaka avant d'aller visiter l'usine de traitement. Sur chacun de ces sites, la méthode d'extraction du minerai, le traitement et le processus de réhabilitation des lieux ont été largement expliqués aux visiteurs du jour. Notre méthode de réhabilitation qui consiste à faire des cordons de sécurité autour des carrières à partir de la roche saine qui ne peut pas s'ébouler en faisant une projection sur la roche oxydée qui peut se stabiliser ou bien écouler. Et lorsque le cordon de sécurité de plus de 2 mètres sera établi, à l'intérieur, il va avoir un tassement de façon naturelle avec l'érosion et se stabiliser à un certain niveau dans le fond. Et c'est avec désolation que le ministre constate ces grandes fosses béantes qui resteront ouvertes à vie. Nous venons d'avoir l'assurance que réhabiliter ne veut pas dire forcément une fermeture totale des trous. Maintenant, qu'est-ce qui sera fait pour que nos enfants, nos bœufs ne tombent pas dans ces trous ou que les conséquences de tout ce qui sortira des trous ne soient pas dommageables à l'ensemble de la vie et de l'ensemble de nos populations. Ces 2 sites miniers sont les tout premiers à entrer dans la phase de réhabilitation au Burkina Faso après leur fermeture. Le promoteur a élaboré depuis 2013 un plan de réhabilitation qui attend d'être validé. Comme autre goulot d'étranglement, la question du budget de réhabilitation. Un montant qui s'élève à plus d'1,6 milliard de francs CFA que le promoteur attend de la part du gouvernement pour le démarrage proprement dit de ses activités. Face à toutes ces préoccupations, le ministre en charge de l'environnement rassure. Le chef de l'État l'a dit en introduisant bien sûr la notion d'économie verte qui amène la gestion saine de l'environnement, c'est-à-dire oui également à la préservation de notre environnement. Dans cette mesure, nous sommes là pour constater afin de pouvoir en faire un rapport au Conseil. Rétablir les conditions écologiques et sociales des lieux, c'est l'objectif recherché par cette réhabilitation. Et le cas école de Kalsaka doit servir d'exemple aux autres sociétés minières. Hier vendredi, le ministre des Ressources animales a visité la ferme Fadima située à Koubri. Une visite pour s'imprégner du fonctionnement et des conditions de travail dans cette ferme et des difficultés. Il en existe dans le secteur de l'agriculture, selon le promoteur de la ferme Fadima. Au nombre de ces difficultés, le manque de vaccins et la concurrence déloyale. On fait le point de la visite avec Konsun Koulibaly et Oumou Sissé. Le couvoir de la ferme Fadima. Première étape de la visite du ministre en charge des ressources animales. Un couvoir qui comprend entre autres 3 incubateurs d'une capacité de 57 600 œufs à couver chacun et 2 éclosoirs. Là, des poussins d'un jour prêts à être livrés aux clients reçoivent leur premier vaccin. Le ministre a également visité la poussinière et les fermes reproducteurs. C'est notre première visite. Nous sommes très satisfaits. Je pense que nous serons encore plus satisfaits. J'ai entendu les clients qui apprécient les produits. Nous aussi, nous avons vu comment le travail est fait. Et je pense que ça nous encourage et ça nous dit que nous avons vraiment raison de sortir pour constater le travail sur le terrain. Avec le ministre, le coût très élevé des importations pour la réalisation d'une ferme avicole a été également abordé. Le ministre prévoit dans les jours à venir une rencontre avec les promoteurs des fermes avicoles pour trouver des solutions aux problèmes qui minent le secteur et pouvoir booster la production. Quand vous faites des investissements importants comme ça, pour développer la production nationale et par ailleurs que l'administration donne des autorisations pour faire de l'import-export, pour vous concurrencer, il ne sert à rien.
de dire qu'on va encourager le partenariat privé-public s'il n'y a pas un accompagnement, ne serait-ce que par des mesures administratives, mais pas empêcher en tout cas qu'il y ait des décisions administratives qui contraignent l'évolution de l'activité. Le promoteur de la ferme Fadima compte, avec l'appui de l'État, mettre en place une ferme école pour tous les jeunes désireux de se lancer dans le domaine de l'aviculture. La grande mosquée de Ouagadougou est devenue étroite pour les fidèles musulmans qui la fréquentent. La communauté musulmane du Burkina Faso a donc décidé de la réhabiliter et d'augmenter sa superficie. Et plus de 100 millions de francs CFA sont nécessaires pour cette réhabilitation. Plus de précisions avec Urbain Benito Soumé et Omar Zombri. La grande mosquée de Ouagadougou va passer de 1485 places à 2545, soit une augmentation de 73% de sa capacité d'accueil. Et c'est par peine que ces dignitaires musulmans et autorités administratives posent ici marquent le lancement officiel des travaux d'extension et de réhabilitation de cette mosquée. À l'heure actuelle, vous avez vu, des fidèles musulmans sont nombreux. C'est pour ça que nous avons voulu élargir la mosquée. Vous savez qu'on peut faire un deuxième niveau ou un premier niveau. Au premier stade d'abord, il faut élargir d'abord et après on verra s'il faut encore faire un niveau. Pour parvenir à la concrétisation de ce projet, tous les fidèles musulmans ont été mis à contribution et le résultat est au-delà des espérances. Estimativement, ils avaient prévu pour 107 millions. Les 107 millions que nous avons voulu est bouclé. Donc nous avons plus que 107 millions. Ça veut dire que nous allons pouvoir faire autre chose. Et maintenant, c'est les travailleurs qui vont nous donner un délai. Et à partir de là, maintenant, on va se retrouver encore pour l'inauguration de la finition. Ces travaux d'extension et de réhabilitation sont les deuxièmes après ceux de 1972. Et à la fin des travaux, voici le nouveau visage que va refléter la grande mosquée de Ouagadougou. En sport, il y a mécontentement au sein de la Fédération burkinabé de karaté-do. Les membres de clubs, districts et ligues affiliés à cette fédération appellent au boycott des futures activités du comité transitoire. Ce comité avait été mis en place après la dissolution du bureau exécutif. Des précisions avec Rachid Sawadgo, Mokhtar Ouedraogo et Bouma Ernest Nebi. La fin de la crise qui secoue le karaté-do burkinabé semble ne pas être pour demain. À quelques jours du lancement du championnat national du karaté-do, le cadre de réflexion qui regroupe les clubs de district et de ligue régulièrement affiliés à la Fédération burkinabé de karaté-do lève le ton. Il juge la situation inappropriée pour tenir un championnat. Actuellement, il n'y a pas de commission technique au sein de la fédération. Il n'y a pas vraiment de structure technique adéquate pour l'organisation d'activités techniques comme championnat national, championnat de ligue, comme examen de grade. Pour organiser un championnat national, il faut une commission technique. Vous savez bien que le bureau exécutif a été dissous. Si le bureau exécutif a été dissous, ça veut dire qu'il n'y a pas de commission technique. S'il n'y a pas de commission technique, ça veut dire qu'il n'y a pas de commission d'arbitrage. S'il n'y a pas de commission d'arbitrage, comment voulez-vous qu'on organise un championnat national? De pire, les clubs sont divisés. Les ligues sont divisées. Ça veut dire que les athlètes aussi sont divisés. Vous allez regrouper ces athlètes-là sur un tatami de combat. Imaginez la suite. Nous, on dit non. Le cadre qui s'est donné la mission de maintenir la flamme de la pratique du karaté-do au Burkina Faso depuis la dissolution du bureau exécutif de la fédération exige l'arrêt des activités du comité transitoire et appelle à une concertation générale. Actualité à l'étranger, en bref, pour clore cette édition, plus de 628 000 électeurs gabonais étaient appelés aux urnes ce samedi pour élire le nouveau président. 10 candidats sont en lice. Les deux principaux sont le président sortant Ali Bongo Ondimba et son principal rival Jean Ping, ancien ministre des Affaires étrangères du Gabon et ancien président de la Commission de l'Union africaine. Le vote a commencé avec du retard, mais il s'est déroulé dans le calme. La fermeture des premiers bureaux de vote était prévue pour 17h GMT. Le scrutin est à un tour et les résultats pourront être connus dans les 72 heures. Voilà, et puis toutes nos excuses pour la qualité sonore tout au long de cette édition qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.